Christophe, merci donc d'être là, d'avoir répondu à notre appel. Pour te présenter un petit peu, parce que la France du foot te connaît, en tout cas commence à te connaître, toi et quelques-uns de tes compères, que sont Florent Tonuti, Raphaël Cosmidis et d'autres, parce que vous avez écrit un ouvrage assez qui a fait qui a eu une petite hype quand même, mine de rien. C'est le comment regarder un match de foot. Donc, Absolument. ouais. Qu'on a sorti il y a 1 an et demi maintenant à 4, donc avec Julien Maumont, Gilles Jean, Raphaël Cosmidis et Raphaël, accompagné de Florent Tonuti, on fait le podcast Vue du banc qui est un peu le prolongement de cette réflexion-là sur l'aspect un peu tactique et jeu du football. Oui, oui, auquel personnellement moi j'aime beaucoup, hein, parce que j'ai le livre à la maison et j'écoute les podcasts. Là tout à l'heure j'ai écouté le dernier à la salle de sport tout simplement. Donc, parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait une partie sur le LOSC. Donc, c'est aussi un peu ce pourquoi tu es là. Parce qu'en plus donc, d'avoir cette activité de podcasteur et d'analyste, d'auteur, tu es également journaliste à La Voix du Nord, ce qui te permet d'autant plus de suivre de près le LOSC. Voilà, absolument. Là, en ce moment, je suis sur le LOSC, donc je fais tous leurs matchs, les conférences de presse, etc. Donc je suis plongé dans le club au quotidien. Est-ce que c'est uniquement pour les beaux yeux de Bielsa? Non, Non. enfin moi j'aime bien Bielsa, mais là c'est plus une question d'opportunité, de fonctionnement interne du service. Voilà, ils savent que j'ai une sensibilité foot, donc ils m'ont mis sur le foot en ce moment, mais ça aurait été un autre coach, ça aurait été pareil. Là c'est juste que il y a plus de choses à dire sur le plan tactique, donc ça m'arrange plus. Hmm. Et justement, donc, je viens d'écouter le dernière émission Vue du banc sur lequel tu t'es exprimé à propos d'un article sur Libération, mentionnant voilà, comme quoi il y avait pas mal de choses qui bougeaient à Lille, pas forcément dans le bon sens. Ça évoquait un peu des tensions, des quelques conflits, visiblement. Tu avais l'air de dire qu'il y avait un petit peu d'exagération dans le papier de Libération. Bah, il y a deux, trois éléments factuels qui sont faux. Il y en a certains sur lesquels on peut pas trop revenir parce que c'est à moitié du off, mais a priori, je sais que c'est un petit peu des interprétations de la part du journaliste. Mais c'est vrai qu'il parle de un seul entraînement ouvert au public de 10 minutes. Alors effectivement, il y a eu qu'un seul entraînement ouvert au public, mais il était d'1 heure et demie, donc ça change quand même un petit peu. Même si ça change pas le constat général qui est que le public est un petit peu mis à l'écart. Bon, entre 10 minutes et 1 heure et demie, il y a une différence. Hmm. Voilà, et pareil, il parle d'un adjoint de Bielsa, préparateur physique, qui aurait été licencié alors qu'il est encore en poste et que c'est lui qui avait dirigé cette séance, qui avait un petit peu supervisé tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a deux, trois éléments factuels qui sont faux. Après, le fond du papier qui est que l'ambiance à Lille en ce moment est pas top top. Ça, c'est véridique. C'est juste que Ah oui. l'argumentation qui est utilisée est un petit peu exagérée, quoi. Hmm. Ce serait plutôt du coup des problèmes entre staff et joueurs ou même entre joueurs que ça semble pas forcément s'accorder? Bah, entre joueurs, c'est difficile à dire parce on n'a pas forcément accès. Le problème, c'est que tu as beaucoup de nationalités, Hmm. donc beaucoup de mini-clans et de groupes qui parlent pas forcément la même langue. Je veux dire, des francophones, tu dois en avoir 4-5, alors que tu as pas mal de lusophones, des Brésiliens notamment. Donc forcément, pour le fonctionnement général de l'équipe, c'est pas facile, mais on n'a pas suffisamment accès aux joueurs, si tu veux, pour vraiment se rendre compte de savoir s'il y a des clans ou pas, si les gens ne peuvent pas se saquer. Ce qui est vraiment prégnant, c'est plus au sein de l'organigramme, les rivalités entre Bielsa, Campos. Enfin, Ouais. rivalité, c'est peut-être un mot un petit peu grand, mais disons, chacun veut exercer son influence. On sait que Bielsa veut faire le recrutement, veut avoir un grand pouvoir au club, mais c'est Campos veut aussi avoir un grand pouvoir. T'as le président qui est là au milieu. Donc c'est plus au niveau Hmm. organisationnel, pardon, qui plus l'ancienne équipe, hein, puisque donc il y a eu le rachat par Gérard Lopez, mais donc tu as encore certaines personnes qui étaient en poste avant, qui restent maintenant en poste, alors qu'il y a des nouveaux gens qui sont arrivés depuis. Donc c'est vrai que c'est un fonctionnement à trouver, et pour l'instant on a l'impression que ça fonctionne pas parfaitement en bonne harmonie. Hmm. Et, Nous, on n'est pas forcément surpris hein, sur Campos parce qu'à Monaco, on ouais. a un peu connu un peu des tâtonnements un peu similaires. Euh, mais du coup, on entend pas mal dans les médias que Bielsa, il aurait du temps pour travailler, que c'est pas, on le laisse un petit peu chercher, on le laisse un petit peu tâtonner. Est-ce que quand même avec les résultats et ce qui sort dans la presse, la pression commence à monter autour du club, que ce soit le public ou la presse?
Le public est très gentil. Bon, à Lille, de manière générale, c'est pas un public très chaud. Il y a pas de grosse pression qui est mise sur les dirigeants ou autres. Ça ressemble plus à Bordeaux, où c'est assez calme de travailler, qu'à Marseille, où c'est la pression permanente. Là où on voit les premiers signes d'agacement et où nous, dans La Voix du Nord, on a utilisé pour la première fois le mot de crise, même si on n'a pas titré là-dessus, mais on l'a quand même évoqué, c'est que les joueurs ont été interdits de parler à la presse lors du dernier match après Guingamp, où normalement, même s'ils parlent pas, ils sont quand même censés contractuellement passer par la zone mixte et devant les médias, quitte à ce qu'ils baissent la tête et qu'ils continuent leur route. Et là, ils sont carrément passés tous par une porte dérobée et ils ont esquivé les télés, les radios, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose au-delà d'être pas prévu, et je pense qu'il y aura des sanctions financières, même si elles vont être anecdotiques, qui seront faites auprès du club. C'est bien le signe qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a interdit aux joueurs de s'exprimer par peur qu'ils disent des bêtises. Voilà, donc ça, quand ça commence à filtrer de manière générale dans les clubs, c'est que c'est pas bon signe, c'est qu'il y a des choses à cacher ou qu'ils ont peur qu'il y ait un ou deux joueurs qui pètent un câble et qui disent les mauvaises choses. Mais sinon, on n'a pas de président qui se met en scène et qui ferait des coups de gueule dans les vestiaires à la mi-temps ou des choses comme ça. C'est plus larvé, c'est difficile vraiment de savoir qui boude pas, est-ce que c'est vraiment la crise ou pas, est-ce que Bielsa a 100% les mains libres ou pas. Ça, c'est un petit peu difficile de savoir, même pour nous qui sommes quand même un petit peu à l'intérieur du club. C'est vrai que sur cette question-là, même avant même que Bielsa arrive, Campos venait d'arriver avec le rachat de Lopez, on, on évoquait déjà on va dire des futurs problèmes en quelque sorte, puisque en connaissant le tempérament des deux hommes, plutôt volcanique, hein, que ce soit l'un comme l'autre, c'est vrai qu'on s'attend forcément à ce qu'il y ait des étincelles, mais on avait été un petit peu rassurés aussi par Lopez qui disait oui, ils ont compris, je pense, chacun leur position, chacun leur place dans le club, donc ça va se passer en bonne intelligence. On a l'impression que peut-être c'était plus un discours de façade et que on va dire chacun a voulu reprendre un petit peu voilà, une part d'influence un petit peu plus grande que ce qui était peut-être annoncé, hein. Encore une fois, comme disait Boris, nous on le connaît bien, Campos à Monaco, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est caractériel. Voilà. Les arbitres le connaissent bien, notamment. Ouais. Ouais, Là où si tu veux, où c'est compliqué, enfin où c'était forcément destiné à partir en vrille, c'est qu'à partir du moment où tu n'as pas de résultats, si tu as des résultats, bon, les guerres d'ego ressurgissent pas forcément. Là, dès qu'il n'y a pas de victoire, on s'interroge et forcément, tu as Campos qui va s'interroger sur les joueurs que fait jouer Bielsa. La réponse qu'on n'a pas, enfin, c'est quels joueurs ont été amenés par Bielsa et quels autres ont été amenés par Campos, qui a vraiment décidé quoi. Ça, c'est difficile. Et est-ce que Campos est mécontent que Bielsa fasse pas jouer des joueurs sur lesquels il a eu une partie prégnante sur le recrutement ou pas? Ça, c'est difficile de savoir exactement qui a validé quoi, qui était l'origine de quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu des victoires, bah, on n'aurait pas ces discussions-là parce qu'il n'y aurait pas de questions à se poser, parce que tout le monde serait très content. mais justement, une victoire, il y en a eu une belle en ouverture du championnat pour le LOSC, mais derrière, ça a dégringolé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, presque plus on va dire sur le terrain aussi? Est-ce que finalement la mayonnaise n'a pas pris parce que comme tu évoquais plusieurs nationalités différentes, de jeunes joueurs qui arrivent et ça n'a pas encore eu le temps? Ou est-ce que tactiquement il y a encore des choses qui ne sont pas au point du côté du LOSC? Bah déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est étrange, c'est finalement pas les résultats a posteriori, c'est plus cette première victoire, parce que c'est ce match-là qui sur les 6 de championnat est le plus différent des autres. Les 5 autres se ressemblent quand même pas mal, et tu as toujours les mêmes problèmes qui surviennent, à savoir une construction du jeu qui est pas dégueulasse, même s'il y a une prise de risque à la construction qui fait que si tu perds la balle en défense ou sur la première relance, bah, tu peux vite t'exposer, et donc les adversaires auront toujours des occasions là-dessus, parce que t'es pas le Barça et que la relance des centraux ou du gardien, bah, il y aura toujours de temps en temps une erreur ou deux. Mais le vrai problème, c'est que dès que tu arrives dans les 30 derniers mètres adverses, c'est un festival de mauvais choix. Et le système de Bielsa est quand même majoritairement tourné sur les joueurs de côté, avec assez peu de joueurs sur les parties axiales. Et donc, eux distribuent, mais ensuite, c'est aux défenseurs latéraux de déborder et aux ailiers de faire la différence balle au pied. Et là, les deux ailiers qui sont Luis Araujo et El Ghazi sont vraiment très mauvais objectivement. C'est pas loin d'être sur le début de saison les deux plus faibles de Ligue 1. Et on a El Ghazi qui passe pas un dribble, et Araujo qui joue tête baissée et qui lui non plus ne passe pas ses dribbles, mais qui même quand il les passe
fait des mauvais choix parce qu'il regarde pas ce qui se passe autour et il choisit toujours la solution individuelle. Et en fait, c'est un peu des trous noirs, des coffres à ballon qui font que en fait, tu leur donnes, et alors qu'ils sont censés faire la différence, un dribble, un centre, et ce que feraient pas mal de joueurs de Ligue 1, bah eux, ils se perdent et ils perdent le ballon. Et au final, tu arrives très souvent dans les 30 derniers mètres adverses, mais ensuite, il se passe rien parce que tu n'as personne pour faire les bons choix. Donc, c'est ça qui explique qu'il y ait non seulement très peu de buts, mais très peu d'occasions. Parce que les ballons n'arrivent jamais dans la zone dangereuse. Tu as toujours un problème dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe ou dans le dernier dribble. Et on a l'impression que le problème sur ces postes offensifs, notamment, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de solutions pour changer, pour essayer d'autres joueurs, malgré un recrutement assez important, en tout cas en quantité. Est-ce que c'est une impression qui vient du fait que Bielsa s'entête un peu avec ses joueurs et qui pense que c'est la bonne solution et qui veut les faire bosser, ou vraiment il n'a pas une si grande profondeur que ça et il va devoir faire avec ces mecs-là toute la saison? Bah, il n'a pas une grande profondeur de banc parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de recrutements, mais il y a eu aussi beaucoup de départs. Donc finalement, au niveau quantitatif, on est à peu près sur le même niveau, voire avec moins de joueurs, surtout avec Depréville qui est parti le dernier jour. Et là, si tu regardes la lecture de l'effectif, si tu prends les 3 postes offensifs, voire les 4 postes offensifs avec Benzia en 10, Araujo et El Ghazi sur les côtés et Pépé en pointe, bah, le remplaçant de Pépé en pointe, il n'y en a qu'un a priori, sauf si tu vas chercher chez les jeunes, c'est Ponce qui est prêté et qui a, je crois, marqué 2 ou 3 buts l'an dernier en Liga en ayant une vingtaine de matchs. Donc c'est très léger. Pépé en pointe, a priori, c'est pas son poste, c'est plus un joueur de côté, plus un ailier qui va percuter. Et ensuite, les remplaçants sur les postes d'ailier, on arrive vite sur Farage, qui est un jeune sorti du centre qui a 18 ans, qui joue dans les équipes de France de jeunes, mais qui est encore très, très, très tendre. Et après, tu as remplaçant numéro 10, c'est Balouli, qui a 22 ans et qui est quasiment pas de foot professionnel derrière lui. Donc, on connaît bien. On connaît bien aussi. Ouais. Et voilà, vous connaissez son rythme de vie et tous les doutes qu'on peut avoir sur son professionnalisme. Et c'est vrai qu'il y a très peu de postes finalement où il y a de la réserve. Et c'est pour ça qu'au-delà du fait que Bielsa n'aime pas trop faire tourner, bah, ça soit quasiment toujours les 11 mêmes joueurs qui jouent. Parce que finalement, tu n'as pas le choix sauf à aller taper chez les U18. Je profite justement, tu as mentionné Balouli et c'est vrai que pour rebondir dessus, est-ce qu'il y a eu des joueurs ou des changements en cours, des transformations en cours? C'est-à-dire, on se rappelle de Bielsa quand il est arrivé à l'OM, il y a certains joueurs qui ont été transformés, et notamment, je pense à quelqu'un comme Benjamin Mendy, donc en plus qui est passé après par chez nous, et on a vu dans l'affectif ou dans la forme physique, avec une bonne hygiène de vie, que ce garçon-là peut avoir un réel potentiel et peut être prêt à exploser quand il met tous les bons éléments. Un type comme Balouli, justement, c'est un peu à l'image de Benjamin Mendy, un type pas très pro au départ, avec une hygiène de vie un peu douteuse. Est-ce qu'on sent une transformation Bielsa sur un joueur comme ça ou sur d'autres joueurs, par exemple? Bah déjà, ce qui est compliqué, c'est que la moitié des joueurs titulaires, voire un peu plus, sont des recrues. Donc, par exemple, quand tu as, je vais dire un exemple, Edgar Guillet, qui est l'un des tauliers de la défense centrale, il fait des super performances, mais est-ce que c'était son niveau de base ou alors est-ce que c'est Bielsa qui l'a transformé? Pour des joueurs comme ça, on n'a pas de recul. Ouais. Thiago Maia, lui, est pas très bon, donc c'est difficile à dire, mais Ballo Touré, qui est titulaire à gauche, qui n'est pas très bon, mais qui vient de CFA, est-ce qu'il a quand même progressé par rapport à son niveau de CFA au PSG ou pas? C'est difficile parce qu'on n'a pas de recul. Balouli, c'est l'un de ceux sur lesquels on attendait le plus de choses. Pour l'instant, il a vraiment fait quelques entrées en jeu sur quelques minutes, donc c'est difficile de juger. Benzia, qui est un autre jeune joueur sur lesquels il pourrait y avoir des attentes, pour l'instant, c'est moyen. Il y a une toute petite progression, mais c'est quand même très léger. Vraiment, le joueur sur lequel on pourrait dire qu'il y a un premier effet Bielsa, c'est Ibrahim Amadou, qui est celui qui est le capitaine déjà, et qui est celui qui bouge le plus d'un match à l'autre, puisque selon que la défense soit à 3 ou à 4, il va jouer soit en milieu défensif, soit en défense centrale, et qu'il est à chaque fois le meilleur. Je pense que de tête, sur les notes qu'on met nous dans le journal Dans la Voix des Sports, je pense qu'il a 1,5 point d'avance sur tout le monde au niveau des notes moyennes. C'est dire qu'il est vraiment très très bon. Après, c'était déjà un bon joueur. Je pense qu'il a encore passé un cap dans sa faculté d'adaptation d'un poste à l'autre. Mais est-ce que c'est l'évolution naturelle de ce joueur-là? Est-ce que c'est Bielsa? C'est difficile à dire. En tout cas, il n'y a pas eu vraiment de transformation d'un joueur qui se serait complètement révélé. Les progressions, pareil, celle de Bissouma au milieu de terrain qui continue à progresser, c'est finalement l'évolution de carrière logique d'un joueur qui était assez prometteur et à qui on commence à donner de plus en plus de temps de jeu et qui a une petite vingtaine d'années. Et du coup,
Pardon, excuse-moi, dans un sens plus large, justement, est-ce que le projet LOSC, qui sur pas mal d'aspects, cet aspect de prendre des jeunes joueurs, de révéler des jeunes joueurs et éventuellement sans doute de les vendre à un prix bien supérieur à celui d'achat, qui ferait ressembler un peu celui de Monaco. Il y a toujours il y a une composante Campos là-dedans qui est peut-être un dénominateur commun. Est-ce que Bielsa est l'entraîneur pour ce type de projet vraiment? Bah, a priori, oui, en tout cas, il a été pris pour ça. Le problème, c'est que si Bielsa et Campos en font tous les deux à leur tête, ça va profiter à personne et c'est quand même très risqué parce que si tu n'arrives pas rapidement à vendre et que effectivement le club a été acheté via des holdings, etc., et des gens qu'il faudra rembourser par le prix des transferts, bah, si tu n'arrives pas à vendre, tout le club se cassera la figure. Donc, est-ce que Bielsa est l'homme idoine? C'est un petit peu tôt pour juger, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même derrière lui une réputation d'entraîneur pouvant faire progresser beaucoup de joueurs. Donc là-dessus, oui, a priori, ça serait mieux qu'un Frédéric Hans ou qu'un entraîneur, un Eli Boep, qui serait plus pour ramener des résultats de manière assez rapide. Mais la vraie inquiétude, et j'avais discuté de ça avec Bruno Chéreau pour un papier il n'y a pas très longtemps, c'est que ok, Monaco fait des bénéfices, mais parce que tu as la Ligue des Champions pour mettre les joueurs en valeur et pour leur gonfler un petit peu des prix au-delà de leur niveau intrinsèque, alors que le même joueur qui ferait les mêmes matchs sans la Ligue des Champions se vendrait 2 à 3 fois moins cher. Donc là, si tu es juste au-dessus de la zone de relégation, voire dans la zone de relégation après le match face à Monaco, bah, est-ce que tu pourras valoriser un Thiago Mendes, par exemple, qui est pour l'instant blessé et qui était le meilleur joueur en pré-saison? S'il fait une super saison, à combien tu peux le valoriser si tu termines 15e? Parce que un même joueur, selon qu'il brille en Ligue des Champions et qu'il fasse 3e ou qu'il soit 15e, bah le prix, ça peut être du simple au triple. Et au final, tu peux faire des très mauvaises ventes pour des bons joueurs si jamais les résultats collectifs ne suivent pas. Boris, Ouais, pour revenir un peu au terrain, on avait gardé l'image un peu du Bielsa époque OM qui était parti très très fort. En tout cas, à partir de la troisième journée, avec un gros début de saison à cette époque. Là, c'est pas le cas. Alors, il peut y avoir plusieurs choses pour l'expliquer. Il peut y avoir la différence de qualité. Tu en as déjà un petit peu parlé de la qualité qui est pas forcément la même au niveau des joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire je sais pas comment appeler ça, mais une espèce de mystique ou de magie Bielsa qui avait opéré à l'OM à l'époque, où on a l'impression que tout ce qui touchait, ça marchait. En tout cas, dans ce début de saison, quand il faisait un changement en cours de jeu, ça marchait. Il arrivait à avoir un impact rapidement sur le cours des matchs. On sentait vraiment les joueurs hyper impliqués, hyper à l'écoute, le public complètement en adoration. Et même la France du foot qui suivait ça de manière assez passionnée. On a l'impression que c'est un peu moins le cas. Pas sur Canal+. Oui, non, mais passionné dans le bon ou dans le mauvais sens. Ouais. Mais là, on a l'impression qu'il y a même plus d'indifférence en fait. Bah, il y avait, déjà, le club n'a pas tout fait pour maintenir la flamme du début, puisque j'en parlais tout à l'heure, le fait de faire que des entraînements à huis clos, par exemple, ça implique pas le public, alors qu'il y avait la sauce commençait à monter à la fin de l'été, tu as les gens en vacances, tu te dis, on peut créer un truc, et là, ils ont pas su être bons là-dessus, ils ont plus fait du nice-na à tout fermer et à faire les choses dans leur coin, et forcément, quand tu as les résultats qui prennent pas, bah, ça s'essouffle assez vite. Je pense qu'il y avait une curiosité Bielsa, une excitation Bielsa au début, et que justement le fait que ça prenne pas, alors que t'as pas mal d'autres choses à côté. Tu sais, t'as Paris avec Neymar et Mbappé, t'as même le projet Marseille avec CO, Seba qui fait que il y a des choses intéressantes à raconter. Là, Monaco, vous avec le recrutement avec Jovetic, Baldé Keita, t'auras aussi des points d'intérêt. Alors qu'à l'époque, hormis Bielsa, je ne vais pas dire que tout le reste du foot était inintéressant, mais c'était assez classique finalement. Et là, tu avais un vent de fraîcheur. Alors que Bielsa, c'est comme dans une moindre mesure, mais Ranieri, il arrivait à Nantes, on s'est dit, ah, Ranieri, voilà. Au final, là, même si Nantes commence à gagner des matchs, il n'y a pas spécialement d'engouement et on oublie presque que c'est Ranieri l'entraîneur. Je pense que la Ligue 1 actuelle est plus compétitive, il y a plus d'histoires à raconter. Et si Bielsa ne gagne pas des matchs, finalement on oublie un peu, ou en tout cas au-delà des résultats ne fait pas rêver parce que là le jeu est assez inabouti, on se désintéresse assez vite de Bielsa. Et pour en revenir de manière un peu plus générale sur le côté mystique, le talent de Bielsa,
il y a quelque chose, alors je suis vraiment pas définitif là-dessus, mais il y a quelque chose qu'on a, je pense, pour moi, un peu tendance à oublier chez les suiveurs du foot, c'est qu'un entraîneur, c'est comme un joueur, et qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois le style de jeu général du foot évolue, et certains entraîneurs ratent l'évolution, et pendant quelques années, ben, leurs idées se retrouvent un petit peu obsolètes, Mm. parce qu'ils n'ont pas su prendre le train en marche. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le marquage à tendance individuelle de Bielsa en 2017, est-ce que c'est encore faisable? Est-ce que son jeu de toujours systématiquement mettre un défenseur de plus que le nombre d'attaquants, quitte à changer tout le temps son dispositif et à majoritairement passer sur les côtés, est-ce que c'est quelque chose qui en 2017 est pertinent, ou alors est-ce qu'il ne faudrait pas faire du pressing tout terrain, du marquage de zone? Voilà, il y a une vraie question. Est-ce que le foot de maintenant est le même que celui qu'il avait quand il brillait, soit avec Bilbao, soit avec Marseille, indépendamment de la qualité des joueurs qui était effectivement supérieure à l'époque, avec en plus moins de changements? Ouais, et déjà, il y a plein de choses intéressantes dans tout ce que tu dis. C'est vrai que, notamment sur l'évolution du jeu, c'est certain que Bielsa, voilà, il a ses principes, notamment celui du marquage individuel, qui est un des tout premiers principes, on va dire. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à d'autres équipes qui joueraient, et peut-être notamment une équipe comme Monaco, puisqu'on parle de ce match-là aussi, euh, une équipe un peu plus moderne, avec un jeu de transition plus rapide, avec un pressing très haut. C'est vrai que est-ce que cette équipe-là, aujourd'hui, elle peut briller dans le championnat de France de cette manière? Est-ce que son jeu est, voilà, finalement est assez raccord avec l'époque, ou est-ce qu'elle peut être facilement, entre guillemets, facilement contrée maintenant? Bah, je vais élargir un petit peu, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Pour moi, il y a un match symbolique du football actuel, c'est Tottenham-Manchester City de l'an dernier, où en fait c'était que du pressing super haut face à des équipes qui voulaient construire. Et en fait, c'était pressing, transition, perte de balle, pressing. Et c'était un match qui n'avait rien à voir avec l'époque Guardiola, où il y avait de la possession, une équipe qui attaquait, une équipe qui défendait. Et en fait, Bielsa, lui, il reste dans la même idée qu'il faut construire le jeu, qu'il veut pas sauter le milieu de terrain, qu'il veut pas spécialement profiter des erreurs de l'adversaire, parce que là, sur la dernière conférence de presse, il dit quand même, oui, je suis content, on s'est créé des occasions, mais surtout, c'est des occasions qu'on s'est créées nous-mêmes, sans profiter d'erreurs de l'adversaire ou sans profiter de la chance. Hmm. Alors la chance, ok, mais sans profiter d'erreurs de l'adversaire, c'est peut-être moins noble pour lui, mais au final, le jeu de transition, récupérer la balle sur une mauvaise passe ou autre, c'est profiter d'erreurs de l'adversaire, mais c'est sans doute le meilleur moyen de marquer. En tout cas, Leipzig l'an dernier, Monaco très régulièrement et pas mal d'équipes montrent que presser et provoquer l'erreur et en profiter pour marquer, c'est quelque chose qui marche bien dans le foot actuel. Et Bielsa, finalement, je ne vais pas dire qu'il abandonne le jeu de transition, mais lui veut construire patiemment pour provoquer le déséquilibre et pour marquer. Et c'est compliqué quand tu n'as pas ces joueurs de déséquilibre. Est-ce qu'il, d'une certaine manière, il refuse pas un peu le jeu sans ballon, on va dire, parce que tout ce qui est phase de pressing, etc., c'est du jeu sans ballon. Est-ce que lui refuse un petit peu l'idée que le football finalement se joue sans le ballon, qui veut vraiment l'avoir un peu à la manière du premier Guardiola, c'est-à-dire avoir d'abord le ballon pour empêcher l'adversaire de l'avoir, justement. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, le problème, c'est qu'on voit pas toujours là où il veut en venir avec le ballon. Mais oui, il est quand même sur une idée de mon équipe fait la différence en posant un problème insoluble pour l'adversaire. Donc c'est finalement assez louable quand même sur l'aspect général de te dire, bon, j'aurais provoqué un déséquilibre comme si tu jouais aux échecs, que tu trouvais une faille dans la défense adverse et que tu allais en profiter. Mais le football, c'est pas que ça. Et lui dit souvent, peut-être avec un petit peu de fausse modestie ou pour devancer les critiques, que c'est pas le meilleur entraîneur du monde, loin de là, parce que justement, il n'adapte pas assez sa philosophie et qu'il est parfois presque un peu borné là-dedans. Et je pense qu'effectivement, quand n'as pas les joueurs pour créer des déséquilibres offensifs après des longues phases de possession, il faut peut-être apprendre à faire autre chose. Alors, rien ne dit que dans 6 mois, El Ghazi n'arrivera pas à dribbler tout le monde et que son équipe sera imbattable parce qu'à chaque fois, le problème qu'elle posera sera insoluble pour l'adversaire et que finalement, elle sera la seule directrice des matchs parce que peu importe qui y aura en face, bah, elle arrivera à trouver des solutions qu'elle aura elle-même pensées. Mais là, pour l'instant, tu veux créer, mais tu n'as pas vraiment de créateur et de joueurs déséquilibrants. Donc, au final, tu ne fais rien et tu construis pour ne rien faire, quoi. Tu empiles des briques sans raison. Et du coup,
tu parlais une de ses seules adaptations peut-être à l'adversaire, c'est de mettre toujours un défenseur de plus. Là, à Monaco, on a l'habitude de jouer en 4-4-2, c'est assez immuable. Faut donc qu'on s'attende à une défense à 3 côté du LOSC. C'est ça sera logiquement la même chose que contre Guingamp qui joue en 4-4-2 à plat. Donc un 3-3-3-1 ou 3-3-1-3 selon que tu places le numéro 10 derrière les 3 attaquants ou l'attaquant seul en pointe. Mais a priori, la défense à 3 ne bougera pas, ce sera toujours la même. Ce sera Junior Alonso, Edgarié et Ibrahim Amadou qui sera entre les deux et qui sera chargé de la première relance avec logiquement Bissouma en numéro 6 pour orienter le jeu un peu de façon, pour résumer de manière très générale, à la Busquets. Donc ça, la défense à 3, c'est sûr à 99%, quoi. Et si on enchaîne du coup sur la compo au niveau des autres joueurs, alors d'habitude tu nous disais qu'elle sort souvent en conférence l'après-midi. Là malheureusement on n'a pas pu enregistrer après avoir eu la compo, mais toi tu t'attendras à quoi du coup? Alors comme ça je mettrais donc Maignan dans les buts en défense, donc je l'ai dit, Yé, Amadou, Alonso. Sur les deux latéraux, donc assez avancés, Malcu à droite, Ballo-Touré à gauche. Ballo-Touré à gauche, c'est l'un des seuls qui peut parfois tourner avec... à un moment, il mettait Thiago Maia, qui est milieu récupérateur, il le mettait à gauche, mais la fois dernière, il a pris le bouillon contre Malcolm et il a été rapidement expulsé. Donc voilà, c'est pas son poste logiquement, c'est plutôt Ballo-Touré. En milieu, numéro 6, Bissouma. Numéro 10, Benzia, avec sur les côtés El Ghazi à Rojo, ça c'est immuable. Et en pointe Pépé. Après, l'interrogation que j'ai, donc là, vous aurez la réponse en écoutant, une fois que tout sera monté, qu'on aura eu l'annonce logiquement, c'est peut-être qu'il y aura Ponce seul en pointe parce que Pépé a été catastrophique sur le dernier match contre Guingamp. Mais de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre parce qu'il n'y a pas d'autre numéro 9 dans l'effectif, sauf à soit aller inventer quelque chose en mettant genre Benzia en pointe alors qu'il n'y joue plus depuis longtemps, soit en allant taper chez les U19, mais même là, il n'y a personne qui frappe vraiment à la porte et qui mettrait 3 buts par match chez les jeunes. Et si Monaco veut mettre en difficulté cette équipe de Lille, comment elle devrait s'y prendre selon toi? Quels sont les points sur lesquels elle devrait un peu appuyer? Au vu des derniers matchs et surtout du dernier contre Guingamp, je pense que c'est bloquer la première relation entre Amadou et Bissouma, qui sont donc le stopper de la défense à 3 et le numéro 6 qui est juste devant. Et là, il y a plusieurs fois contre Guingamp où Bissouma, par un dribble de dégagement, par un petit crochet, avait réussi à lancer toute l'attaque, à se mettre dans le sens de la marche. Sauf que s'il ratait son dribble, tu te retrouvais avec un joueur lancé face à la défense. Et il y a plusieurs fois où sur des prises de risque comme ça, sur des premières relances un petit peu trop ambitieuses, Guingamp s'était retrouvé en bonne position. Heureusement pour Lille, Marcus Thuram, même si au final Lille prend un but à la dernière seconde, mais Marcus Thuram avait absolument tout raté. Je pense que de mémoire, je crois qu'il chope 2 ou 3 dans l'équipe parce que d'ailleurs je l'écris dans un article, j'ai mis si c'était Falcao, il y aurait eu 3 ou 4-0 parce que chaque perte de balle de Lille, puisque ça construit de très bas, met tout le monde en difficulté parce que tu peux perdre la balle très bas sur une relation gardien-défenseur central ou défenseur central milieu récupérateur. Donc si tu fais un pressing ciblé et que tu arrives à couper des relations entre les joueurs qui sont à la base du jeu, sachant que Lille ne voudra pas renier ses principes logiquement et sauter le milieu de terrain et balancer la balle, Lille va quand même s'entêter à relancer. Et si tu arrives à bien presser le joueur, par exemple à Malcuit qui recevrait le ballon en position difficile le long de la ligne de touche, et que tu réussis tout de suite à récupérer, tu peux avoir un centre et un 2 contre 2 dans la surface. Donc je pense que vraiment le pressing, parce que Lille va vouloir absolument jouer alors que tous les joueurs ne sont pas 100% sûrs techniquement, c'est vraiment ce qui peut te permettre sur des phases de transition rapide offensive de faire des différences. Boris, t'as une... Ouais, mais c'était intéressant quand tu disais avec Falcao ça aurait fait 3-4-0 parce que la réflexion que ça nous donne avec tout le tableau que tu as dressé, c'est que alors soit Lille arrive à vraiment élever son niveau et à corriger quelques trucs sur ce match, mais sinon ça donne envie d'être un peu optimiste en tant que supporter de l'ASM en se disant ça va être la première fois que Lille joue une équipe de ce niveau cette année. Monaco c'est quand même assez carré, c'est assez sérieux. Jardim lui il est assez fort pour exploiter justement pour provoquer et exploiter les erreurs de l'adversaire. Donc voilà, je ne veux pas faire d'optimisme exagéré, mais on a presque envie de se dire que si Lille joue à son niveau habituel, ils peuvent presque prendre une pilule face à une équipe. La question c'est boucherie ou pas boucherie quoi. Ouais. Le seul,
pour moi, le seul point qui peut être défavorable à Monaco, mais encore, ça dépend, tout dépend comment va se passer le match, c'est au niveau des latéraux, puisque quasiment les seules différences côté lillois peuvent théoriquement se faire des ailiers. Faut pas que Sidibé ou Georges se ratent dans leur placement et jouent trop haut, parce que là, pour le coup, Luis Araujo va très très vite, même s'il n'arrive pas à dribbler en ce moment. Si tu laisses des espaces dans ton dos, il va prendre la balle et tu le reverras jamais. Après, est-ce qu'il conclura ou pas, c'est autre chose, mais il faut vraiment, je pense, que les ailiers monégasques soient très disciplinés pour pas laisser d'espace, pour pas justement donner des opportunités à Lille sur les seules zones où les différences peuvent être faites, parce que je pense que sur tout le reste du terrain, il n'y a pas match à la fois individuellement, mais même sur l'expression collective et sur la maîtrise tactique. Je pense que Monaco, si les latéraux, par exemple, se projettent pas trop, bah, tu pourras faire la différence sans ça, sans apport offensif extrême de Sidibé. Je pense que simplement, si Ronny Lopez, face à ses anciens partenaires, est mis en 1 contre 1 contre Malcuit, je pense que ça peut suffire, ça plus du pressing pour aller marquer des buts. Tu n'auras pas besoin de te découvrir parce que Lille va prendre des risques et c'est pas toujours super solide défensivement. Sidibé est suspendu, je crois. Mais du coup, ça sera le même Touré. Ouais. Mais Sidibé joue toujours très haut et Eric Botéac s'en souvient encore. Ouais. Il n'arrêtait pas de défendre avec lui. Ouais, c'est pour ça que je pensais à Sidibé, parce qu'en plus, donc, nous, on l'a connu à Lille. Lui, à l'époque, il était venu pour être le successeur de Debuchy. Il a bien évolué, mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut être un petit peu déséquilibrant pour sa propre équipe quand il joue trop haut. Mais effectivement, s'il est suspendu, ça peut régler la question, parce que je pense que Touré ne prendra pas les mêmes risques offensivement. Ouais, effectivement. Après, Touré, de son côté, risque encore de devoir élever son niveau un petit peu parce qu'il est encore, il n'a pas fait de bonnes performances récemment, hein, notamment le dernier match, c'était face à Leipzig en Ligue des Champions où il a été assez catastrophique. Donc, bon, après, il y a peut-être effectivement, c'est vrai qu'entre la Ligue des Champions et Lille, il y aura aussi forcément une marge, je pense. Mais voilà. En tout cas, Boris, est-ce que toi tu as une dernière question éventuellement ou pas? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Parfait alors. Merci beaucoup Christophe. Ouais, merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment passionnant. Bon match. Et donc je serai dans les tribunes pour suivre tout ça. Je penserai à vous s'il y a un exploit lillois, parce que là pour le coup ça serait vraiment un exploit, chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé il y a 5-6 semaines où Lille apparaissait meilleur qu'il n'est actuellement. D'ailleurs, juste toi, sur un plan tout à fait personnel, tu t'attends à quoi sur l'entame du match? Est-ce que tu penses que c'est Monaco qui va être au taquet direct, ou est-ce que Lille justement va être aussi va jouer avec beaucoup d'intensité, juste sur un plan personnel, ou alors peut-être par rapport au match précédent du LOSC que tu as pu voir? Les matchs précédents, Lille était toujours très bon pendant on va dire entre 15 et 30 minutes selon les matchs, mais tu avais toujours des bonnes entames avec ils arrivaient à trouver de la profondeur, ce qui n'est pas toujours facile quand c'est une équipe de possession. Et ils arrivaient à faire des bonnes passes dans la course, des ailiers notamment qui arrivaient à prendre la profondeur, mais ensuite ça se calmait assez vite, notamment je pense parce que ça accuse le coup physiquement de faire beaucoup de courses, beaucoup de replis, de suivre l'adversaire. Donc j'imagine bien Lille pendant 15-20 minutes être vraiment intéressant, peut-être avoir une bonne occasion, et ensuite se faire planter à la première grosse occasion monégasque, on va dire vers la 25-30e minute, et qu'ensuite Monaco gère et mettre en contre ou sur transition, sur pressing, un 2-3e but. Mais j'imagine bien que le 1-0 puisse être contre le cours du jeu, et qu'au final, une fois que le match est terminé, on se dise finalement Monaco a toujours été en contrôle, et le début de match lillois était un épiphénomène et qui n'était pas forcément tenable sur toute la durée du match, le fait de faire des bonnes choses au début. Ok. On prend, nous. On verra bien, ça se trouve, ça sera l'inverse. Le pronostic, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'était un petit peu la tendance des derniers matchs. Ouais. En tout cas, merci encore pour tout, pour cette intervention. Moi, personnellement, ça me passionne toujours. Donc, c'est vrai que Boris aussi, c'est pour ça que tu tenais à être là en plus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, bonne continuation. Continuez avec les vues du banc. Hein, nous, on apprécie. Qu'on recommande à nos auditeurs. Voilà. On est friands de ce podcast. Après Radio Diagonale, bien sûr, mais à écouter il vous reste quand un même. petit peu de temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Donc, si jamais vous avez besoin si vous voulez des intervenants sur Monaco, vous nous faites signe. Pas de souci, on retient. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage, bonne conférence, parce que j'imagine qu'il va falloir faire le papier pour demain, pour le canard de demain, j'imagine. Voilà. Merci encore.
Merci à vous. À bientôt. Allez, À bientôt. Salut. salut.